Alors nous abordons aujourd'hui l'histoire de la Russie. Je ne reprendrai que les 2 derniers siècles, parce que l'histoire de la Russie est millénaire, puisque l'histoire des peuples russes remonte au Xe siècle de notre ère, lorsque la Russie a été christianisée par, à l'époque de Vladimir. Je commence donc mon exposé dans la première moitié du XIXe siècle, à l'époque où la Russie est un pays très archaïque sur le plan économique et social, où les techniques aratoires sont vraiment tout à fait dérisoires, où également la bourgeoisie, ou ce qui tient lieu de bourgeoisie, soutient le pouvoir la plupart du temps, et où des réformes sociales paraissent tout à fait indispensables, réformes sociales et réformes politiques. L'intelligentsia qui soutient les projets de réforme est elle-même divisée. Le terme intelligentsia est un terme russe, qui appartient à la langue russe, et qui signifie en fait classe des intellectuels, la classe intellectuelle. En effet, cette classe intellectuelle est divisée en 2 parties. Il y a d'une part ceux qu'on appelle les occidentalistes, et les occidentalistes, ce sont ceux qui souhaitent voir des réformes comme celles qui ont cours déjà depuis 1 siècle et demi en Europe occidentale, en Angleterre, en France, entre autres choses, et d'autre part ceux que l'on appelle les slavophiles. Les slavophiles, ce sont ceux qui pensent qu'il ne faut pas suivre la voie de l'Europe occidentale et qu'il faut, au contraire, rénover les structures de la Russie en tenant compte des spécificités de son histoire et de sa tradition. Au milieu du XIXe siècle, un tsar qui s'appelle Alexandre II et qui va régner de 1855 à 1881, décide d'entamer des réformes. Parmi ces réformes, il y en a une, évidemment, qui est particulièrement importante, c'est l'abolition du servage en 1861. Toutefois, abolition du servage ne signifie pas que les paysans russes vont pour autant être les propriétaires de leurs moyens de production. En effet, souvenez-vous ce que j'ai pu vous dire il y a une quinzaine de jours à propos des États-Unis, à la même époque d'ailleurs, dans les années 1860, c'est que l'abolition de l'esclavage par Lincoln ne va pas pour autant résoudre le problème social des Noirs. On résout un problème juridique, mais pour autant, les Noirs, je vous ai dit, à partir du moment où ils sont libres, il n'en demeure pas moins qu'ils ont besoin de gagner leur vie et de trouver du travail. Donc, de la même manière que aux États-Unis, les Noirs vont essayer de trouver un travail de saisonnier, de travailleurs agricoles, de la même manière, après 1861, il faut trouver une solution sociale et pas seulement juridique aux problèmes des paysans. Ils ne sont plus serfs, mais pour autant, ils ne sont pas propriétaires de la terre. L'État a donc avancé de l'argent aux paysans pour qu'ils puissent, ou plus exactement, l'État a racheté aux propriétaires fonciers les terres qui étaient les leurs pour les vendre aux paysans. Donc les paysans doivent racheter les terres sur lesquelles ils travaillaient en tant que serfs. Ce qui va évidemment mécontenter les paysans, parce qu'ils ne sont plus serfs, ils sont des hommes libres, mais pour autant, ils ne sont pas propriétaires de leurs terres. Donc ils doivent travailler comme ouvriers agricoles sur les terres de leur ancien seigneur. Voilà. D'autres réformes vont être entreprises par Alexandre II dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'éducation, mais ces réformes sont insuffisantes.
En 1863-1864, la Pologne se révolte et Alexandre II, qui apparaissait comme un tsar progressiste, va revenir aux positions autoritaires des tsars qui le précédaient, c'est-à-dire juste avant lui Nicolas Ier et encore avant Alexandre Ier, pour ne pas remonter jusqu'à Catherine II, Catherine la Grande, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. La répression donc s'abat sur les opposants au régime, sur les intellectuels, donc sur l'intelligentsia, et c'est à ce moment-là que se développe un courant d'opposition que l'on appelle le nihilisme. Ça vient du mot nihil en latin qui veut dire rien, qui veut dire le néant. Et les nihilistes vont se lancer dans une politique terroriste visant à déstabiliser par le fait le régime tsariste. C'est ainsi qu'en 1881, le tsar Alexandre II est assassiné. Il est assassiné et parmi les 4 terroristes, il y avait la fille du gouverneur de Saint-Pétersbourg. Donc, autrement dit, ces terroristes, ces nihilistes, on ne les trouve pas parmi le petit peuple, on les trouve, au fond, essentiellement dans cette jeunesse, comment dirais-je, des classes supérieures de la société, hein, qui vise à déstabiliser le pouvoir. Alexandre II assassiné, vont lui succéder 2 tsars, Alexandre III tout d'abord, et puis Nicolas II, qui sera le dernier tsar. Alexandre III est un personnage buté, extrêmement autoritaire. La répression, donc, se poursuit. Toutefois, il va y avoir des réformes pour permettre l'industrialisation de la Russie, pour sortir la Russie du stade du mode de production féodal qui était le sien jusqu'alors. C'est ainsi qu'un chemin de fer va être construit, le transsibérien. Vous remarquez que c'est plus ou moins parallèle à la construction du train transcontinental aux États-Unis de la côte est vers la côte ouest, sauf que le transsibérien ne sera véritablement terminé qu'à la fin du XIXe siècle. D'autre part, il y a des mesures qui vont être prises également pour favoriser les milieux d'affaires, également pour favoriser l'industrialisation. C'est ainsi que la sidérurgie va être un secteur sur lequel les milieux d'affaires, auxquels les milieux d'affaires vont s'intéresser, en particulier dans la région de l'Ukraine, de l'Oural et dans la région de Saint-Pétersbourg. Et c'est là que va se constituer un embryon de prolétariat qui se constitue à partir de cette main-d'œuvre abondante, bon marché donc, hein, issue du paysanat déçu ou qui ne pouvait pas survivre dans les campagnes. Donc c'est le processus classique qu'on avait pu voir un siècle plus tôt en Grande-Bretagne, en Angleterre. Souvenez-vous quand on a vu les débuts de la révolution industrielle. Les milieux d'affaires étrangers vont également souscrire à des emprunts faits par l'État russe, vont investir beaucoup d'argent. C'est le cas de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne et aussi de la Belgique. N'oubliez pas que la Belgique, à la fin du XIXe siècle, est une puissance industrielle, est une puissance commerciale et une puissance financière. Évidemment, au lendemain de 1917, les Belges, comme les Français, les Anglais qui avaient souscrit à des emprunts russes, ont pu tapisser leur maison avec ces obligations d'État, puisqu'ils ne pouvaient plus rien en faire une fois que tous les biens, toutes les usines ont été nationalisées, bien entendu. On arrive au règne de Nicolas II. Oui, ce que je peux encore vous dire, c'est quand même que l'industrialisation a été favorisée dans la dernière décennie du XIXe siècle par le comte VIII.
Alors on passe au règne de Nicolas II. Alors Nicolas II est un souverain assez falot, faible. C'est la fin d'une dynastie. Il est lui-même très religieux. Vous savez que le régime actuel de Poutine, évidemment, l'initiative vient des milieux orthodoxes, du haut clergé russe actuel. Eh bien, Nicolas II et sa famille ont été sont véritablement devenus des icônes, au point qu'on les a enterrés en grande pompe, parce qu'on a pu retrouver leurs ossements à Yekaterinbourg, où la famille impériale avait disparu, avait été fusillée. Nicolas II, je vous dis, c'est un personnage qui n'a pas beaucoup de personnalité. Nicolas II va, comment dirais-je, en 1905, commettre un acte politique désastreux lorsque les ouvriers, les habitants de Saint-Pétersbourg se rapprochent du Palais d'Hiver en 1905. Il fait tirer la troupe sur les émeutiers et plus d'1 millier de personnes sont tuées à ce moment-là. Et c'est comme ça que, lors de ce dimanche rouge, la réputation de Nicolas II va être fortement entamée, au point que dans les journaux d'Europe occidentale, à ce moment-là, on va parler de Nicolas II comme du tsar rouge, ce qui n'arrangeait pas évidemment les milieux français qui voulaient se rapprocher du tsarisme dans le cadre d'une alliance contre l'Allemagne militariste, qui était un véritable danger, ce qui va apparaître effectivement réel 9 ans plus tard, en 1914. Nicolas II va toutefois essayer, au lendemain de ce dimanche rouge, de libéraliser le régime. Pour très peu de temps, il va créer une Douma, c'est-à-dire un parlement où, grâce au suffrage censitaire, c'est-à-dire au suffrage restreint, la population, une partie de la population va pouvoir s'exprimer. Il va accorder des libertés fondamentales, quand je dis accorder entre guillemets, parce que vous savez qu'en général, les souverains absolutistes accordent rarement quelque chose, c'est sous la pression des événements, et dans le cadre d'un rapport de force, évidemment, qu'ils sont obligés de céder à la population. Donc c'est une première atteinte à ce régime absolutiste de droit divin qui tiendra donc jusqu'en 1917. Des réformes vont être entreprises par son ministre Stolypine, qui, en 1911, va être assassiné. Les réformes de Stolypine vont viser à, viser à ce que la paysannerie, la moyenne paysannerie, devienne un soutien du régime tsariste. On avance dans le temps. Parallèlement, il y a des groupes qui se manifestent contre le régime tsariste. Des groupes pacifistes, comme par exemple l'historien Miloukov, qui est un des fondateurs du parti constitutionnel démocrate, le parti KD, qui est le chantre, je dirais, d'un régime monarchique de type parlementariste comme il en existe en Europe occidentale. En face, et j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler lorsqu'on a étudié ensemble la révolution, ou les révolutions russes plutôt de 1917, il y a des groupes révolutionnaires qui s'agitent, en particulier le groupe des socialistes révolutionnaires, qui souhaitent une réforme agraire rapide, conduisant au partage des terres au profit des paysans, et d'autre part des socialistes marxistes qui se divisent eux-mêmes en deux groupes. Il y a d'une part les mencheviks qui souhaitent l'instauration d'un régime communiste, mais en collaborant dans un premier temps avec les partis bourgeois, dits bourgeois, parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas faire la révolution
trop rapidement, ce n'est pas souhaitable parce qu'il faut d'abord que la Russie soit industrialisée avant de passer à un stade de collectivisation. En phase 2, il y a les bolcheviks, c'est-à-dire ceux qui sont majoritaires au sein du Parti social-démocrate, et ces bolcheviks, eux, souhaitent une révolution rapide qui mette bas le régime tsariste et procède très rapidement à une collectivisation, pas seulement des terres, mais surtout des usines. Voilà la situation en 1914. La guerre éclate, et très rapidement, de 1914 à 1917, le régime tsariste va vaciller sur ses bases, pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la situation économique va aller de mal en pis. En effet, les prix ne cessent d'augmenter puisque les denrées deviennent de plus en plus rares, car, d'une part, les Allemands coupent les lignes des Russes, mais surtout, une grande partie des paysans et des ouvriers sont appelés sous les drapeaux, et par conséquent ne peuvent plus travailler la terre, ne peuvent plus travailler dans les usines. Quand vous pensez qu'il y a eu 14 millions d'appelés en Russie pendant la Première Guerre mondiale, à un moment donné, il y avait 5 millions de Russes qui se battaient contre les Allemands. Donc ça fait autant de mains en moins pour travailler la terre et pour travailler dans les usines. Donc vous comprenez que dans ce cadre-là, l'industrie fonctionne au ralenti, la production céréalière est réduite et que par conséquent les prix augmentent puisque tout ce qui est rare est cher. La guerre ne fait rien pour arranger les choses, vous imaginez bien. Et c'est ainsi que, en 1917, au mois de mars dans le calendrier grégorien, au mois de février dans le calendrier julien, qui est celui des Russes, puisqu'il y a une différence d'un peu moins de 15 jours, un peu moins de 2 semaines entre les deux calendriers, se produit une première révolution. En effet, il y avait des émeutes dans les rues, les ouvriers avaient vu leur salaire se réduire, alors que le prix des denrées augmentait. D'autre part, il y a des émeutes de la faim également, parce que les produits céréaliers n'arrivent plus dans les villes, et c'est ce qui explique que, à la suite de ces émeutes et de ces grèves, le gouvernement tsariste, le tsar, doit abdiquer. Il n'est même plus soutenu par les membres du haut commandement, du haut état-major. Il abdique et se met en place alors, avec l'historien Milioukov dont je vous ai déjà parlé, avec le prince Lvov, une coalition entre d'une part le parti KD, donc constitutionnel démocrate, et des socialistes modérés, dont le plus célèbre est Alexandre Kerensky. Les choses vont aller de mal en pis entre le mois de mars et le mois de septembre 1917. Lénine sent que le temps est propice pour revenir en Russie, il est exilé en Suisse, il revient, il publie dans la Pravda, qui est le journal officiel du parti bolchevique, Pravda signifie vérité ou justice, il publie ses fameuses thèses d'avril où il exige et souhaite un partage très rapide des terres, une collectivisation des usines et le retour à la paix. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les choses vont aller de mal en pis, je vous le dis. Il va même y avoir au mois de juin une tentative d'un général d'extrême, enfin de droite, le général Kornilov, pour faire un coup d'État et pour revenir au système antérieur. Finalement, au mois d'octobre, dans le calendrier grégorien, dans le calendrier julien, au mois de novembre, dans le calendrier grégorien, se produit donc la fameuse révolution russe, la révolution communiste cette fois, une révolution de type bourgeois, comme au mois de février 17. Lénine met en place très très rapidement applique un certain nombre de mesures.
à savoir d'une part la collectivisation des terres, la collectivisation des usines, et il veut que la paix revienne très rapidement, ce qui sera fait au printemps 1918, lorsque la paix de Brest-Litovsk va être signée avec l'Allemagne, ce qui désengage la Russie dans le premier conflit mondial. La Russie va perdre tout bénéfice de ces luttes, puisqu'elle quitte le camp des Alliés à ce moment-là, et c'est comme ça qu'au traité de Versailles, enfin, dans les différents traités qui seront signés, et au traité de Versailles en particulier, elle ne pourra pas bénéficier du statut d'allié, de puissance victorieuse, et c'est comme ça que les pays baltes vont devenir indépendants en particulier, et que la Pologne va être créée à partir, entre autres choses, du territoire russe. De 1918 à 1921, c'est la guerre civile. Il y a des conflits entre les Russes rouges. Je vous ai déjà expliqué ça lorsque nous avons étudié ensemble la Révolution russe. Des conflits donc entre les Russes rouges et les Russes blancs. Les Russes blancs ont à leur tête différents généraux et amiraux tsaristes. Et du côté, ils sont en outre soutenus par les puissances étrangères qui ont de gros intérêts en Russie. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des Français, je vous ai parlé des Anglais, je pourrais vous parler des Japonais aussi. Les Français débarquent à Odessa, les Anglais débarquent dans le nord de la Russie, à Arkhangelsk, et les Japonais envahissent la Sibérie. Donc vous voyez que les Russes rouges, les communistes, doivent se battre sur plusieurs fronts. Ils doivent se battre contre un ennemi intérieur et contre des ennemis extérieurs. En 1921, la période du communisme de guerre se termine. En effet, les bolcheviks sont victorieux sur tous les fronts. Et Lénine se rend compte de l'état de, comment dirais-je, de misère dans lequel plutôt, l'état de misère dans lequel il se trouve la population russe, et c'est ainsi que la production du RSS, enfin la Russie, ça ne s'appelle pas encore l'URSS à ce moment-là, de la Fédération russe, pour être plus précis, ne correspond plus en 1921 qu'au 7e de ce qu'elle était en 1914. Il se rend compte que pour redynamiser l'économie, revitaliser le pays, il faut absolument trouver une solution rapide. Quelle sera cette solution rapide mise au point par Lénine? Ce sera la nouvelle politique économique, la NEP. Alors, cette nouvelle politique économique, mise au point par Lénine, tiendra jusqu'en 1927. Alors, l'objectif était de recapitaliser la Russie de telle manière que les gens soient à nouveau motivés pour travailler, pour produire, et ils se rendent compte que finalement l'être humain a besoin de la recherche du profit pour effectivement travailler. Et il va autoriser une reprivatisation des terres. Il va permettre également que les entreprises possédant moins de 20 ouvriers soient à nouveau privatisées. Le tout étant de créer une économie de type monétaire, puisque pratiquement l'économie fonctionnait principalement avec le troc à cette époque-là. Ce système va bien marcher. Il y aura des abus. Ceux qu'on appelle les NEP-men, les hommes de la NEP, ce sont au fond des profiteurs du système qui vont recommencer à exploiter les ouvriers, les employés qui travaillent pour eux. Il y aura également les koulaks, cette moyenne de paysannerie qui va profiter de la situation pour, évidemment, comment dirais-je, stocker à certains moments les céréales et ne pas permettre à toute la population d'en bénéficier. Toutefois, il faut noter que le niveau de vie va certainement augmenter, que la production reprend, et donc globalement, on peut dire que le système est positif. Lénine meurt
après une longue maladie, il était très gravement malade, il meurt en début 1924. Lénine avait deux successeurs potentiels, deux dauphins, qui n'aimaient ni l'un ni l'autre. Il y avait d'une part Staline qui depuis 1922 est secrétaire général du Parti communiste, qui préalablement avait été ministre des nationalités, le titre officiel c'était commissaire au peuple des nationalités, et d'autre part, celui qui avait été ministre des Affaires étrangères, mais qui à ce moment-là est ministre de la Défense, de l'armée, c'est Léon Trotsky. Léon Trotsky qui dirige donc l'armée rouge. Donc ils ont chacun une carte en main, une carte non négligeable, l'un a le parti en main, l'autre a l'armée en main. Lénine prévoyait que ça allait mal se passer. C'est pour ça qu'avant sa mort, il avait déjà demandé que l'on double le nombre des membres du comité central du Parti communiste de telle manière que les clans des deux dauphins dont je viens de vous parler soient un petit peu noyés dans une masse plus importante de dirigeants. Après plusieurs années de lutte, Staline va l'emporter et Trotsky va devoir s'exiler. Il va s'exiler à Paris, à Londres et finalement au Mexique, où il sera assassiné par un agent du KGB, donc au début de la guerre. Trotsky va entre-temps organiser un nouveau parti communiste de type internationaliste qui va s'appeler la 4e Internationale à la fin des années 30. Quant à Staline, qui se trouve maître de l'Union soviétique, lui, il estime que le communisme ne peut pas se permettre d'avoir des vues trop larges dans un premier temps, et donc il défend l'idée du socialisme dans un seul pays, alors que Trotsky voulait une révolution mondiale. Donc c'est ça ce qui les sépare à titre principal. Alors qui est Staline? Staline est un personnage qui, comment dirais-je, est une tête brûlée à l'origine. Il a mené plusieurs coups de main à l'époque du tsarisme, il a été déporté à plusieurs reprises, Trotsky aussi était déporté, et c'est un caractère assez brutal. Il s'est fait expulser du séminaire de Tiflis en Géorgie où il faisait ses études. Alors vous imaginez, dans un séminaire orthodoxe, Staline, qui va être le chantre du communisme athée. Et Staline va se faire connaître par véritablement une dictature tyrannique pendant près de 25 ans. Staline se rend compte que le système de la NEP a donné tout ce qu'il pouvait donner et qu'il est temps maintenant, donc en 1927, d'en finir avec ce système-là et de procéder à nouveau, comme ça avait été le cas en 1917, à la collectivisation des terres et des usines. Donc vous voyez qu'il y a eu une transition de recapitalisation entre 1921 et 1927 et que Staline revient, je dirais, au b.a.-ba, aux bases du communisme, c'est-à-dire la collectivisation. Staline va donc socialiser les biens de production, autrement dit les collectiviser, un autre mot c'est les nationaliser. Il va mettre en place un système de plans étalé sur 5 ans. Il y aura un premier plan de 1928, 28, 29, 30, 31, 32, donc de 1928 à 1932, et un deuxième plan de 1933 à 1938. Le premier plan quinquennal va donner la priorité à l'économie en donnant la priorité à l'industrie lourde, autrement dit à la sidérurgie, pour créer des infrastructures ferroviaires, pour créer des machines-outils, pour construire des usines.
sidérurgique. Ce système va être effectivement très efficace. L'agriculture, il ne faut pas l'oublier, est indispensable puisqu'il faut nourrir la population. Dès lors, Staline va, lors de la collectivisation des terres, il va organiser deux types de fermes. Un premier type de ferme que l'on appelle les sovkhozes, qui sont des grandes fermes d'État, qui sont des laboratoires de semences, enfin des sortes de grosses usines agricoles, et d'autre part les kolkhozes, qui sont des fermes collectives qui regroupent un ou plusieurs villages, où les paysans, là, ne sont pas des fonctionnaires de l'État, comme dans le cadre des sovkhozes, mais sont des paysans qui travaillent en groupe avec les autres paysans du village et des autres villages. Ils ont en commun les structures communes, c'est-à-dire les bâtiments, les outils de production, et lorsque la récolte a eu lieu, on divise le bénéfice de la récolte, vendu au marché ou à l'État, en autant de parts qu'il y a de paysans dans le kolkhoz. Toutefois, Staline va s'attaquer aux koulaks, je dis bien les koulaks, avec deux K, qui sont ces paysans moyens dont j'ai pu vous parler à l'époque de la NEP, qui, eux, ne jouent pas vraiment le jeu de la collectivisation, c'est un petit peu logique, et qui, par conséquent, constituent une menace pour le système communiste. Plusieurs millions de koulaks vont ainsi être tués, assassinés. Le deuxième plan quinquennal s'étend donc de 1933 à 1938. Ce deuxième plan quinquennal, tout en donnant encore une part importante à la sidérurgie, à l'industrie lourde, va toutefois s'attacher à développer l'industrie légère, entre autres le textile par exemple. Pendant cette période-là, il faut également satisfaire les besoins de la population. La population a déjà fait beaucoup de sacrifices depuis une quinzaine d'années, et les dirigeants soviétiques se rendent compte qu'il faut absolument augmenter le niveau de vie, donc augmenter le niveau de vie de la population. C'est ainsi que des biens de consommation et d'autre part les biens alimentaires seront particulièrement prisés dans le cadre de ce second plan quinquennal. Alors, la guerre a évidemment interrompu le troisième plan quinquennal, mais si l'on fait le bilan, en 1939, l'URSS, qui est un pays tout très arriéré au début du siècle, qui n'avait commencé son industrialisation que vers 1882-85, à l'époque du comte Witt, dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, avec la Deuxième Guerre mondiale, l'URSS est la troisième puissance industrielle du monde. Vous imaginez, hein, donc en 40 ans, la Russie, qui est un pays arriéré, devient la troisième puissance industrielle du monde, donc derrière les États-Unis et un peu derrière l'Allemagne nazie, donc devant l'Angleterre et la France. C'est quand même une prouesse assez remarquable. Mais à quel prix? À quel prix? Parce que nous sommes en dictature. Sur le plan politique, Staline a bien dû lâcher un petit peu du lest à un moment donné, essayer de libéraliser le système. En tout cas, la société qui se met en place dans les années 30 est une société nettement plus homogène qu'elle ne l'était avant 1917. Il n'y a aucun doute. C'était vraiment une société de classe avant 1917. À partir des années 30, vous avez une société qui est en train de s'homogénéiser. Pour quelles raisons? Entre autres, il y a deux raisons principales. C'est tout d'abord que les droits de succession sont tellement lourds qu'il n'y a pratiquement plus moyen de succéder aux biens de ses parents. Enfin, pratiquement, ça s'annule. Il y a un deuxième élément, c'est le rôle de la fiscalité très élevé pour les hauts revenus.
Ce qui fait que ce que vous avez dans la poche ne correspond pas, et parfois de loin, à ce que vous avez gagné en brut, si je puis dire, lorsque vous êtes un directeur d'entreprise publique ou lorsque vous êtes un haut fonctionnaire. Donc il y a une grande partie qui repart dans les impôts. Donc ce sont des éléments qui homogénéisent la population et évitent la création d'une nouvelle société de classe avec de fortes inégalités. Il y a un autre secteur qu'il faut mettre à l'actif du régime de Staline, c'est l'enseignement. L'enseignement a connu des progrès tout à fait significatifs à l'époque de Staline, donc à la fin des années 20, pendant les années 30. Le taux d'alphabétisation a fortement chuté. Je dois vous dire que, moi qui ne suis pas du tout un admirateur du régime communiste stalinien, certainement pas, au contraire, je peux vous dire que lorsque j'étais en Union soviétique, c'était en 1976, si mes souvenirs sont bons, donc c'était l'époque de Brejnev, qui était un néo-stalinien. Eh bien, j'ai pu rencontrer des jeunes de mon âge, j'avais 19 ans à l'époque, j'ai pu rencontrer des jeunes de mon âge, et je peux vous dire que j'étais dans des familles, les familles ouvrières également, et je peux vous dire que j'ai été sidéré de voir que dans des familles de gens qui étaient très modestes, ils avaient des bibliothèques mais étonnantes qu'on ne trouverait pas chez nous dans des milieux équivalents, même dans des milieux de la classe aisée. Je me souviens d'avoir vu, j'étais dans une famille ouvrière, et j'ai vu dans la bibliothèque, évidemment traduit en russe, du Zola, du Flaubert, etc. Il faut savoir que la culture était vraiment mise en évidence à l'époque soviétique. Tout ce qui était littérature, tout ce qui était musique, vous savez, les grands violonistes, les grands pianistes russes, il y avait la musique, il y avait la danse, le fameux Bolchoï, il y avait aussi le sport. Tout ça rentrait dans une logique de compétition, même face au régime décadent aux yeux des communistes de l'Occident. Il fallait montrer que dans un régime communiste, des valeurs de type humaniste, même si ce qui se passait sur le côté n'est pas du tout reluisant, pouvaient être mises, comment dirais-je, organisées. Le régime va se durcir, et très fortement, à partir de 1935. De 1935 à 1937, se mettent en place ce qu'on appelle les grandes purges de Moscou. Ce sont les grands procès. Il y a des grands procès. Pourquoi? Eh bien, le point de départ, c'est certainement le caractère de Staline, qui est un paranoïaque, il n'y a aucun doute. Mais quand vous êtes dans un système révolutionnaire, il y a toujours, une fois que vous avez le pouvoir, et vous connaissez les difficultés qu'il y a à atteindre le pouvoir, n'oubliez pas que Staline, il a été dans des camps, il avait été déporté en Sibérie, etc. Quand vous savez les difficultés, vous craignez sans arrêt qu'il y ait des complots autour de vous. Donc vous tenez d'autant plus à votre pouvoir que vous l'avez pas reçu à la naissance, ce qu'était l'un des tsars. En plus, c'est un paranoïaque manifeste, paranoïaque et mégalomane. Et Staline, après l'assassinat d'un de ses compagnons, qui était Kirov, qui était, sauf erreur de ma part, gouverneur de la région de Moscou, si mes souvenirs sont bons, enfin secrétaire général du parti de la région de Moscou, Staline va se lancer donc dans des procès énormes. En effet, des milliers, voire des dizaines de milliers de Russes vont être accusés d'être des complices de l'étranger. Donc, autrement dit, de faire le jeu du capitalisme, des puissances étrangères. C'est ainsi que un haut militaire de l'armée, le maréchal Tchougachevski, va être accusé, condamné et exécuté. Staline va en profiter également pour condamner et exécuter deux compagnons d'armes et des compagnons idéologiques de Lénine qui étaient Zinoviev et Kamenev. Staline va se débarrasser également d'une opposition de droite dirigée par Boukharine. Donc vous voyez que c'est une époque extrêmement pénible qui est marquée par aussi l'autocritique. Ça nous paraît tout à fait étonnant, mais des gens qui passaient devant leurs juges, devant des tribunaux, s'auto-accusaient, sans doute pour éviter que leur famille ne soit
inquiétait elle aussi, et peut-être parce que c'était des vrais communistes, qui étaient tellement communistes, dans certains cas, qu'ils se convainquaient eux-mêmes. Il faut voir également dans quelles conditions ils avaient vécu les semaines qui précédaient, si on ne les avait pas aussi conditionnés et terrorisés, bien entendu. Mais certains affirmaient qu'ils étaient effectivement des ennemis de la Révolution. On aura un phénomène tout à fait semblable dans les pays communistes après la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il y aura des procès, par exemple en Tchécoslovaquie, et on va connaître la même chose pendant la Révolution culturelle chinoise entre 1966 et 1970, où on va voir des tas de gens dire qu'ils étaient effectivement des valets du capitalisme, etc. Ça nous paraît incroyable, hein, des gens qui étaient accusés et qui allaient tout à fait dans le sens de leurs accusateurs, et qui par conséquent étaient condamnés, cela va tout à fait de soi. On arrive à la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale commence en Russie, vous le savez, à partir du mois de juin 1941, et se termine, hein, si je puis dire, avec la fin du Grand Reich nazi, c'est-à-dire à la fin du mois d'avril, au début du mois de mai 1945. Elle ne se terminera pas tout à fait, parce qu'il y aura encore une occupation qui va durer jusqu'en 1989, une occupation de territoire qui se trouve à l'est de l'Est, en particulier à Berlin-Est. Donc on peut dire que la Deuxième Guerre mondiale s'est vraiment terminée en 1989, si vous voulez, puisque aucun traité de paix n'était signé en 1945. Les Alliés ont simplement reçu, enfin ils ont imposé, la capitulation sans condition des Allemands. Alors, la Deuxième Guerre mondiale a été terrible pour l'Union soviétique. 18 millions de morts, des souffrances abominables, des famines. Et vous savez que l'hiver russe est particulièrement douloureux. J'ai eu l'occasion de parler, c'était hier encore, ou la semaine passée, de la situation de la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier, c'était la semaine passée, de la fameuse bataille de Stalingrad pendant l'hiver 42-43. Les Soviétiques donc payent un lourd tribut, et les Soviétiques vont, comment dirais-je, libérer, entre guillemets, parce qu'effectivement c'est une libération, mais c'est une libération lourde d'avenir, vont libérer non seulement leur propre territoire, mais ils vont également libérer du joug nazi la partie centrale de l'Europe, la Pologne, hein, ce qui va devenir plus tard l'Allemagne de l'Est, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, en particulier. Le bilan après la Deuxième Guerre mondiale, c'est donc que le peuple soviétique est tout à fait exsangue. Et tout à fait exsangue, il faut tout reconstruire. Il faut tout reconstruire, et donc Staline va demander un effort tout à fait considérable à ses compatriotes, à ses concitoyens, mais qui sera, comment dirais-je, oblitéré par le fait que, parallèlement, Staline est persuadé qu'un conflit avec les États-Unis après la guerre est inévitable, et donc il va renforcer l'effort dans le domaine de la sidérurgie, donc de l'industrie lourde, pour renforcer l'armement. On rentre dans ce qu'on appelle l'époque de la guerre froide, hein, qui aura comme point marquant 1949, le blocus de Berlin, 48-49, le blocus de Berlin. Il va y avoir la guerre de Corée entre 1950 et 1952. Il y aura la guerre du Vietnam de 1963-64 à 1973, etc., etc. etc. Je vous en parle dans quelques minutes, parce que c'est important quand même, bien entendu. Staline meurt en mars 1953, craint par tous. Il avait établi un véritable régime de terreur, grâce en particulier à son âme damnée, qui était Beria, qui était le chef des services secrets. Et en 1953, lorsqu'il meurt, c'est une direction collégiale qui prend le pouvoir en URSS. Et cette direction collégiale comprend au fond les principaux dirigeants soviétiques de l'époque. De ces dirigeants, de ce collège, de cette direction collégiale, un personnage, comment dirais-je,
prend le dessus, enfin il est choisi par ses pairs, il ne faut pas quand même l'oublier, c'est Nikita Khrouchtchev. Nikita Khrouchtchev qui est un Ukrainien, Staline était un Géorgien, et Nikita Khrouchtchev, oui Nikita, je crois vous avoir expliqué ça en première, hein, Nikita, ça doit vous rappeler Athéna Niké. Vous vous souvenez pas du petit temple d'Athéna Niké? Donc Nikita, ça veut dire le victorieux, puisque Niké, ça veut dire la victoire en grec. Hein. Donc ça veut dire, voilà, pourquoi? Parce que n'oubliez pas que les Russes se sont considérés comme les héritiers de l'Empire byzantin aussi. Hein. Faut pas oublier ça. Je vous ai expliqué récemment, ou l'année passée peut-être, quand on a vu Byzance, que les successeurs des empereurs byzantins, donc de Constantin XIII, en l'occurrence en 1453, ce sera Ivan le Grand, Ivan III le grand-duc de Moscovie, et que le successeur d'Ivan III, ce sera Ivan IV le Terrible, qui va prendre le titre de tsar, c'est-à-dire d'empereur, renouant ainsi avec la tradition byzantine. Voilà, donc il y a un lien, d'ailleurs, Moscou, à partir du XVIe siècle, les tsars considèrent que Moscou est la troisième Rome. Après Rome, il y a eu Byzance, et la translation de l'Empire s'est effectuée au profit de la Russie. Alors, Khrouchtchev, au 20e congrès du Parti communiste en 1956, va dénoncer dans un rapport tenu secret, qui va rapidement filtrer, va dénoncer les crimes de Staline. Il va dénoncer l'existence de camps de concentration, il va dénoncer tous les morts de l'époque de Staline, toutes ces informations ayant été tenues, bien entendu, secrètes pendant 2 décennies et demie. Ça va faire une bombe, évidemment, en Occident, et c'est comme ça qu'en 1956, de nombreux communistes français, par exemple, ou belges, vont quitter leurs partis communistes respectifs, vont rendre leur carte de parti en disant c'est pas possible que nous soyons dans un parti affilié à la 3e internationale, enfin, ce qui résultat de la 3e internationale, c'est-à-dire soit affilié, soit un parti frère de ce qui s'est passé donc en URSS. C'est l'époque où également des peuples qui vivent dans des États satellites de l'Union soviétique en Europe centrale vont tenter leur chance. C'est le cas des Hongrois en 1956. Il va y avoir une insurrection à Budapest qui va être matée dans le sang. Et Imre Nagy, qui est donc le dirigeant de ce socialisme à visage humain, il va disparaître, tout simplement, il va disparaître. Il y aura, comme vous le savez sans doute, d'autres tentatives de peuples d'Europe centrale de se dégager de ce communisme tyrannique, en particulier au mois d'août 1968, c'est le fameux printemps de Prague, en Tchécoslovaquie, et il y aura, bien entendu, en 1980, le syndicat Solidarité, Solidarność, qui, au départ des arsenaux navals de Gdańsk, en Pologne, vont tenter de secouer ce système. Un an plus tard, le 13 décembre 1980, d'ailleurs, l'état de siège va être imposé en Pologne et il faudra attendre 1988 pour que l'ouverture puisse se faire. Il y a eu des contacts secrets à cette époque-là entre les dirigeants de Solidarność, en particulier Lech Wałęsa, vous savez sans doute, et c'est ainsi que, pour la première fois dans un pays de l'Est, en 1988, un Premier ministre chrétien, non communiste, se trouve à la tête d'un gouvernement. C'est le fameux Mazowiecki. Je retourne en arrière. Khrouchtchev est mal perçu par la nomenclatura, par la bureaucratie soviétique. Et c'est ainsi qu'en 1964, il est limogé. Il est limogé et c'est une troïka, c'est-à-dire un groupe de 3 personnes, c'est ce qu'on aurait appelé un triumvirat dans l'Antiquité romaine, au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est donc une troïka qui prend le pouvoir. On y trouve d'une part Leonid Brejnev, qui sera secrétaire général du Parti communiste, on y trouve Podgorny,
qui sera président de l'Union, et vous avez enfin Alexis Kosygin, qui sera Premier ministre, le chef des gouvernements. La priorité à ce moment-là pour les dirigeants communistes est essentiellement d'éviter que la population, comment dirais-je, ne se détache du communisme, et donc, on est dans les années 60, les dirigeants communistes essayent de favoriser la production liée à la consommation, hein, de telle manière que les Russes, les Soviétiques n'aient pas l'impression de travailler pour finalement rien du tout. On essaye de calmer, si vous voulez, un petit peu la population par l'accès à des produits de consommation. Cette époque-là est marquée, je dirais donc les années 60, essentiellement par une politique de détente, qui avait d'ailleurs été initiée par Khrouchtchev dès la fin des années 50, même s'il y avait eu en 1961 l'épisode de Cuba, hein, où une troisième guerre mondiale a failli éclater, à la suite de l'installation de rampes de lancement de missiles qui pouvaient atteindre la Floride et donc les États-Unis. Sur le plan intérieur, les dissidents, là, souffrent beaucoup. Il n'est pas possible de s'exprimer, donc il y a détente sur le plan extérieur, mais sur le plan intérieur, on peut dire que véritablement la libre expression n'est pas possible, et c'est ainsi que des gens comme Sakharov, comme Solzhenitsyn vont être mis au banc du régime soviétique. Solzhenitsyn va d'ailleurs, au début des années 70, s'exiler aux États-Unis. On n'en voulait plus, tout simplement. Il avait reçu le prix Nobel, entre autres pour couronner son œuvre, L'archipel du Goulag, 4 gros volumes, qui expliquaient l'expérience des camps de concentration en URSS. On arrive dans les années 70. Alors, dans les années 70, Léonid Brejnev, progressivement, parvient à accaparer tout le pouvoir. C'est une époque de glaciation sur le plan intérieur. Sur le plan extérieur également, l'URSS reprend le dessus face aux États-Unis. La guerre du Vietnam se termine en 1973 au détriment des États-Unis. Ils ont fait une guerre pendant 10 ans qui n'a servi à rien, puisque finalement les troupes du Vietnam du Nord envahissent le Vietnam du Sud, hein, en 1975, et c'est dans les années 70 également que, après justement l'indépendance, plutôt le changement de régime au Portugal, la fameuse révolution des œillets du 25 avril, que, donc 1974, que les colonies portugaises deviennent indépendantes. Elles deviennent indépendantes, mais il y a comment dirais-je, des tensions qui conduisent à des guerres civiles en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, entre d'une part les marxistes et d'autre part ceux qui sont soutenus par les Américains. Donc le communisme, comment dirais-je, mène à l'avantage dans les années 70. L'URSS va s'embourber dans le conflit afghan pour près d'une dizaine d'années, donc entre 1978 et 1988, c'est seulement à l'époque de Gorbatchev que l'URSS va décider de se détacher, de quitter l'Afghanistan, et vous voyez que les Américains sont en train, eux, de commencer la même histoire, hein, parce que ça ressemble un petit peu à un nouveau Vietnam, hein, pour les Américains, sauf que là, vous n'avez plus la jungle, vous n'avez plus la forêt tropicale, mais vous avez en fait des montagnes, c'est un terrain, vous savez, en tant que futur professeur de géographie aussi, c'est un terrain particulièrement difficile pour se mouvoir, avec des tanks en particulier. Hein. Et donc, pendant 10 ans, les Soviétiques vont s'embourber, enfin, c'est pas vraiment le terme, parce qu'il n'y a pas de la boue là-bas, mais en Afghanistan. Des milliers de soldats vont rentrer, comment dirais-je, dans des caisses les pieds devant, vous voyez ce que je veux dire. Il va y avoir également des milliers de mutilés, un petit peu ce que les Américains avaient connu pendant la guerre du Vietnam, et ce qu'ils connaissent également
depuis qu'il y a la guerre en Irak et en Afghanistan aussi. Beaucoup d'handicapés. On arrive maintenant dans les années 80. Dans les années 80, le régime soviétique est tout à fait à bout de souffle. Léonid Brejnev est un malade. Léonid Brejnev est un malade qui va mourir au mois de novembre 1982. Il meurt à une époque où les États-Unis mènent leur révolution conservatrice avec Ronald Reagan de 1980 à 1988, donc révolution ultralibérale, si je puis dire. En économie, ce qui prévaut, c'est la théorie monétariste, les théories de Milton Friedman. J'ai pu vous en parler lorsqu'on a étudié ensemble l'histoire des États-Unis au XXe siècle. Et il meurt, et ses deux successeurs sont dans un état aussi médiocre que lui. Je parle de leur santé. Il s'agit tout d'abord de Yuri Andropov, qui va présider au destiné de l'Union soviétique, si mes yeux sont bons, c'est de novembre 1982 à mars 1984. Et pour les 11 mois qui suivent, ce sera de février ou de mars 1984 jusqu'en mars 1985, ce sera Konstantin Tchernenko. Ce sont deux personnes très atteintes par la maladie. Ça marque vraiment, symboliquement en tout cas, la fin d'un régime. Il n'y a plus que des vieillards à la tête de l'Union soviétique. Vous savez qu'il y a d'autres systèmes où on trouve un petit peu ce même cas de figure. Je pense en particulier au Vatican. Vous savez que les cardinaux sont assez âgés et qu'ils élisent en général quelqu'un qui est assez âgé aussi. L'avantage, c'est que théoriquement, le pape ne vit pas très longtemps. Ça n'a pas été le cas de l'avant-dernier pape, puisqu'il a quand même régné pendant près de 25 ans. Voilà. Alors, Mikhaïl Gorbatchev est choisi par le Politburo en mars 1985 pour succéder donc à Konstantin Tchernenko. On a choisi un homme jeune. Il a la cinquantaine. Vous l'avez vu peut-être récemment au moment de la commémoration de la chute du mur de Berlin il y a un mois. Vous avez vu que c'est un homme, je ne sais pas quel âge il a maintenant, 76 ans, quelque chose comme ça. Enfin, ce n'est pas un grand vieillard. Or, il préside aux destinées de l'Union soviétique à partir de mars 1985. La première année de Gorbatchev va dans la ligne, je dirais, du système tel qu'il fonctionnait jusqu'alors. Mais il se rend compte, enfin il le sait depuis longtemps, ceci dit, je peux quand même signaler que c'est un juriste et un ingénieur agricole. Il bénéficie de cette double formation. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus un dirigeant de l'Union soviétique qui était un intellectuel. Brejnev n'était pas un intellectuel, Khrouchtchev n'était pas un intellectuel, Staline n'était pas intellectuel. Le dernier grand intellectuel de l'Union soviétique, c'était Lénine, qui était un avocat. Et donc Gorbatchev est le premier intellectuel, je dirais, depuis Lénine, à avoir accédé au poste suprême. Bien sûr, il y avait d'autres intellectuels à la tête, mais le poste suprême était toujours entre les mains de gens qui avaient fait leurs preuves à l'intérieur du parti, qui étaient peut-être ouvriers à l'origine, ou techniciens qui étaient montés lentement dans la hiérarchie du parti communiste. Il se dit que ça ne peut plus continuer comme ça, que le régime est à bout de souffle et que par conséquent, il faut trouver une solution. La solution qu'il propose, c'est de restructurer véritablement l'Union soviétique et de donner du lest et d'injecter de la démocratie au sein du Parti communiste. Il est communiste, incontestablement, il l'est toujours, vraisemblablement. Mais il estime qu'il faut restructurer tout ça. Le mot restructuration en russe se dit perestroïka. Il faut restructurer toute l'organisation de l'État, il faut démocratiser le régime, il faut également permettre une certaine liberté d'expression. Alors, cette transparence est traduite en russe par un mot qui est glasnost.
Donc ce sont les deux mots-clés de l'ère de Gorbatchev, c'est perestroïka, restructuration, et glasnost, transparence. Ça va tellement bien marcher que tout va s'écrouler. Parce que le besoin de démocratie, de démocratisation était tellement intense, tellement fort en Union soviétique, qu'évidemment, à partir du moment où vous ouvrez une brèche dans un navire, ben, l'eau s'engouffre très rapidement dans la coque. Ça paraît tout à fait inévitable. Et c'est ainsi que Gorbatchev va donc être dépassé par les événements. En effet, c'est surtout à partir de 1987 que la perestroïka se met en place. Il va y avoir une véritable gorbimania en Europe et dans le monde, hein, parce que tout le monde va trouver que c'est un type extraordinaire, puisqu'il ouvre, si vous voulez, tout en restant dans un régime social, il ouvre les vannes du régime communiste dans ce qu'il avait d'insupportable, de tyrannique. Et donc, il voudrait à terme avoir un régime de communisme à visage humain. Était-ce possible, vu les lourdeurs du régime a posteriori, on voit que ce n'était pas possible. Enfin, il a essayé de faire ce qu'il pouvait à ce moment-là. Des négociations qui avaient déjà été entamées à l'époque de Brejnev se poursuivent dans le domaine de la politique extérieure avec des accords signés avec les États-Unis. Ce sont les accords SALT et les accords START. En fait, ce sont des abréviations qui renvoient à l'idée de traité de réduction ou de limitation des armes stratégiques en Europe et des missiles intercontinentaux. Donc, il y avait déjà une volonté de calmer les choses. D'ailleurs, le terme coexistence pacifique a été prononcé par Khrouchtchev vers 1960, mais non, c'était encore à l'époque d'Eisenhower, donc c'est peut-être en 1958, par Khrouchtchev, pour remplacer cette ambiance de guerre froide qui prévalait à ce moment-là. À partir des années 89, ça va, ce mouvement, la vie politique en URSS s'exprime, mais il y a de nombreux partis qui apparaissent. C'est la naissance du multipartisme. Il y a des gens qui sont violemment anticommunistes. Et on va voir même d'anciens dirigeants du Parti communiste devenir des dirigeants qui exècrent et qui vont même abolir le communisme en URSS. Ce sera le cas d'abord dans la Fédération de Russie de Boris Yeltsin, qui était président de la Fédération de Russie, qui était président du Parti communiste russe, et qui va lui-même décréter, après le coup d'État de Ligachev, en août 1989, qui va donc proposer, décréter la suppression du Parti communiste. Vous imaginez jusqu'où ça a été. Alors Gorbatchev, lui-même, on se trouve à la fin de l'Union soviétique, d'autant plus que les présidents d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie se mettent d'accord ensemble pour créer la CEI, la Communauté des États indépendants, que toute une série d'États, d'États baltes, puis d'États, les États slaves, puis des États du Caucase et enfin des États d'Asie centrale déclarent leur indépendance, et c'est ainsi qu'au mois de décembre, à la Noël 1991, Gorbatchev dit que l'URSS a fini son existence, il ne fait que constater, en tout cas, un processus mis en route déjà depuis un an ou deux. Gorbatchev disparut, enfin disparu politiquement parlant. Un nouveau régime se met en place, un régime mêlé d'autoritarisme, de populisme, en tout cas violemment anticommuniste. Il a à sa tête en Russie, puisque dorénavant l'URSS n'existe plus, vous avez 15 républiques indépendantes, dans ce qui représente pratiquement près des 3/4 du territoire de l'ex-Union soviétique, vous avez la Fédération de Russie, à la tête de laquelle se trouve Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, lui, va pousser les Russes, enfin va forcer la Russie à rentrer dans le système capitaliste. Donc on va privatiser toutes les entreprises d'État. On va rentrer dans une économie de marché.
Alors après une période assez dure, effectivement, l'économie a pu redémarrer et le chômage a pu baisser. Mais à quel prix? Vous savez également que Boris Yeltsin, qui a présidé aux destinées du RSS, enfin de la Russie, puisque la URSS n'existe plus, jusqu'à la fin des années 90, pratiquement jusqu'en 2000, je crois que c'est jusqu'en décembre 1999, eh bien, va choisir un dauphin, qui sera Vladimir Poutine, hein, qui a gouverné jusqu'il y a moins de 2 ans à la tête de la Fédération de Russie, et que le régime qui se met en place à cette époque-là, c'est un régime capitaliste, mais de capitalisme sauvage, où quelques individus, que l'on appelle les oligarques, c'est-à-dire des hommes d'affaires qui sont souvent eux-mêmes d'anciens communistes, dirigeants communistes, vont forger des fortunes colossales. Il y a un lien très étroit entre le milieu politique, c'est-à-dire en particulier donc Vladimir Poutine, les gouvernements et les milieux d'affaires. Les deux sont étroitement liés. Il n'est évidemment pas question de parler de démocratie au sens occidental du terme en Russie. Officiellement, c'est une démocratie, puisqu'il y a des élections à la Douma, la Chambre basse, puisqu'on élit le président de la fédération, mais dans les faits, c'est en fait un régime autoritariste qui est en place. C'est une dictature cachée. D'ailleurs, Vladimir Poutine a, en politique extérieure, mené une politique extrêmement dure, en particulier dans la résolution du conflit tchétchène, comme vous le savez. Également dans la résolution des conflits dans le Caucase, outre le conflit tchétchène, en Géorgie, en particulier également. Et c'est ce qui explique que, puisqu'il ne pouvait pas briguer un nouveau mandat, il en avait eu 2 successivement, il a mis sur les rails Medvedev, qui, comme vous le savez, apparaît essentiellement comme une marionnette, un fantoche entre les mains de Vladimir Poutine, qui est Premier ministre et qui a la réalité du pouvoir entre ses mains. Voilà. Les problèmes sociaux en Russie sont énormes, sur le plan économique, sur le plan social. Les problèmes sociaux sont énormes, il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes vraiment très très importants, sans parler de l'alcoolisme, etc. Vous devez savoir que l'espérance de vie a reculé en Russie depuis une quinzaine d'années. Voilà, je crois que pour l'instant c'est 67 ans, sauf erreur de ma part, alors que vous savez que dans nos pays, les hommes approchent tout doucement des 80 ans, je crois que c'est 78 ans pour les hommes et les femmes 84 ans, approximativement, enfin, il y a 6 ans de différence, et vous savez que tous les 4 ans, l'espérance de vie augmente d'1 an, hein, grâce au progrès de la médecine, grâce à toute une série de soins qui permettent de vivre plus longtemps, alors que dans ces pays-là, que ce soit la Roumanie, la Bulgarie, la Russie, l'espérance de vie a diminué, surtout en Russie. Voilà. Je m'arrêterai là pour mon exposé. Maintenant, je vous montre un certain nombre d'ouvrages. Comme j'en ai beaucoup, je ne pourrai malheureusement pas m'attarder sur chacun d'eux. Alors, tout d'abord, une synthèse qui concerne l'ensemble de l'histoire des peuples slaves, donc aussi bien les Slaves septentrionaux que les Slaves méridionaux que les Slaves orientaux, autrement dit les Russes, les Ukrainiens, les Biélorusses, les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les peuples de l'ex-Yougoslavie et les Bulgares. Un ouvrage dirigé par Roger Portal dans la collection Destin du monde chez Armand Collin, Les Slaves, peuples et nations, 8e, 20e siècle. Alors, un atlas historique de la Russie sous la direction de John Shannon, aux éditions Autrement. Une vieille histoire de Russie chez Payot de Gustave Welter, Histoire de Russie, qui m'a causé bien des soucis quand, en 1976, je suis arrivé à l'aéroport de Moscou, puisque c'était l'époque de Brejnev. Bon, je ne me rendais pas compte que c'était tout à fait qu'une dictature à cette époque-là, et en arrivant à l'aéroport de Moscou venant de Belgique, j'avais
ce livre-là dans mes bagages, parce que moi quand je voyage, j'aime bien lire, avoir des informations sur le pays dans lequel je me trouve. Ils ont vu cet ouvrage. Et comme d'autre part, il y avait quelques pièces de monnaie belge qui se trouvaient dans ma poche et que j'avais oublié de déclarer, j'avais déclaré les billets mais pas quelques pièces, enfin quelques francs, je me suis retrouvé donc dans le commissariat de police de l'aéroport, sous une photo de Brejnev, de Podgorny. À l'époque c'était Brejnev, oui, il n'y avait plus que Brejnev plutôt. J'ai été mis en caleçon, voilà, fouillé comme si j'étais un dangereux personnage qui allait diffuser de la propagande occidentale, je ne sais pas très bien quoi, en Union soviétique. Enfin, c'était mon entrée en matière avec les pays de l'Est. Je me suis dit, je les ai tous visités avant la chute du mur, ça m'a beaucoup intéressé. Ah, j'ai rencontré des gens extrêmement intéressants, mais je dois vous dire que j'ai vu concrètement ce que c'était qu'une dictature. Alors, un petit que sais-je consacré à la Russie ancienne, c'est-à-dire la Russie du Moyen-Âge et la Russie des temps modernes jusqu'au règne de Pierre le Grand, c'est-à-dire jusque dans les années 1680, dû à Tamara Kontradieva. Donc ancienne, ça n'a rien à voir avec l'Antiquité, hein, donc c'est bien le Moyen-Âge. En gros, ça va de l'an 1000, si vous voulez, jusqu'à 1700. Alors, pour cette époque lointaine, dont aujourd'hui je n'ai pas pu vous parler, faute de temps, ça vaut la peine d'avoir quelques éléments bibliographiques, un ouvrage de Jacqueline Kaufmann-Rochard, Origine d'une bourgeoisie russe au XVIe et XVIIe siècle, chez Flammarion. De Roger Portal, déjà signalé professeur à la Sorbonne, une biographie de Pierre le Grand. D'Hélène Carrère d'Encausse, c'est une historienne spécialiste de l'Union soviétique et de la Russie ancienne, de droite, hein, elle est académicienne, elle a écrit un ouvrage, Le Malheur russe, essai sur le meurtre politique, au livre de poche. Alors, d'Alain Besançon, le Tsarevitch immolé. Alors, Alain Besançon était à l'époque, c'est un grand spécialiste de l'Union soviétique et de la Russie du XIXe siècle. Alain Besançon, à l'époque où il écrit ce livre, était passionné par l'histoire psychanalytique. Il a essayé d'expliquer l'histoire de la Russie grâce à la psychanalyse. Et le Tsarevitch immolé renvoie à ces héritiers du tsar qui ont été systématiquement tués par leur propre père. Ivan le Terrible a tué son fils, Pierre le Grand a tué son fils, ce qui est quand même un phénomène culturel assez particulier, et il renvoie ça à l'image patriarcale autoritaire dont on retrouve des formes sur le plan iconographique quand on compare par exemple le Christ de l'époque byzantine qui est un Christ pantocrator ayant tous les pouvoirs, on voit par exemple à Ravenne, à Saint-Vital, vous voyez un Christ en majesté tout-puissant, avec les Christs russes orthodoxes, qui sont des Christs souffrants. N'oubliez pas que Jésus, le Christ, c'est Dieu le Fils. Voilà. Donc il reconsidère toute l'histoire russe à partir de ce phénomène étonnant, que l'on retrouve également dans la littérature. Par exemple, chez Dostoïevski. D'Alain Besançon, Présent soviétique, passé russe, c'est un ouvrage très profond, mais de nouveau, Alain Besançon, ce n'est pas vraiment un historien de gauche, mais c'est un historien intelligent. De Marc Ferraud, Naissance et effondrement du régime communiste en Russie. Comme ce sont des ouvrages que j'ai déjà eu l'occasion de citer à propos de la Révolution russe, je vais très vite là-dessus. La Révolution russe de François-Xavier Coquin, professeur au Collège de France. De Moshe Lewin, La formation du système soviétique, chez Gallimard. Pour un épisode que je n'ai pas traité ici, la révolte des marins de Kronstadt en 1921, qui a été écrasée dans le sang par Léon Trotsky. Ce sont les mêmes marins qui étaient à l'origine de la révolution russe et qui ont dit « fini les bolcheviks, fini le communisme, tout pouvoir aux soviets », c'est-à-dire au Conseil des ouvriers et des militaires, des soldats. Alors, un épisode peu connu de la révolution russe,
c'est l'épisode Machniste, la révolution anarchiste. Il faut savoir que les anarchistes se sont battus non seulement contre les Russes blancs, contre les tsaristes, ils se sont battus contre les Allemands pendant la guerre, mais ils ont dû se battre aussi contre les bolcheviks. Et ils ont été écrasés. Makhno est mort vers 1936, si mes souvenirs sont bons, à Paris. De Nicolas Werth, la vie quotidienne des paysans russes de la Révolution à la collectivisation. Donc, ça concerne l'entre-deux-guerres chez Hachette. Alors, je crois que quand on s'intéresse à l'histoire du XXe siècle, on ne peut pas faire abstraction du cinéma. Donc, je vous montre ici 4 DVD du grand cinéaste russe Sergueï Eisenstein. Le fameux cuirassé Potemkin, ça doit vous rappeler quelque chose. Hein, c'est ce fameux navire sur lequel il y avait de la viande avariée. Et les marins ont refusé de continuer à suivre leurs officiers. Je crois que c'est dans le cuirassé de Potemkin qu'on voit aussi l'épisode de ce berceau qui descend Odessa, des escaliers, et une mère qui court derrière le berceau. Il me semble que c'est aussi dans le cuirassé Potemkin. Alors, octobre, d'Eisenstein, toujours, la ligne générale, du même, et enfin la grève. Alors, ce ne sont pas des documentaires, ce sont bien des films d'auteur. Eisenstein était un grand cinéaste. Je vous ai montré 4 films qui relatent, dans les années 20 ou les années 30, la révolution communiste, la révolution russe. Mais Eisenstein a fait aussi de grands films. Vous connaissez sans doute son fameux Ivan le Terrible, non? Vous connaissez peut-être aussi son film Alexandre Nevsky, au XIIIe siècle. C'est le combat des Russes contre les chevaliers teutoniques. Alors, pour le XXe siècle, un ouvrage tout à fait remarquable, publié chez Fayard, de Moshe Levin, Le siècle soviétique. Il reconsidère toute l'histoire soviétique à partir des archives qui sont maintenant disponibles. Parce que vous savez que tous ceux qui écrivaient sur l'Union soviétique à l'époque soviétique, ils devaient se contenter uniquement de statistiques officielles, ils devaient se contenter de la presse, tandis qu'ici, il n'a pas pu travailler directement sur les sources. Alors, d'Anatoly Vishnevsky, La Faucille et le rouble, la modernisation conservatrice en URSS, chez Gallimard. De Basile Kerblé, La société soviétique contemporaine, c'est un ouvrage qui a été écrit à la fin des années 70, à l'époque même de l'URSS. Donc, pas à la fin, à l'époque de Brejnev, 13 ans avant la fin du communisme là-bas. Alors, un ouvrage écrit par des anticommunistes vraiment très fâchés avec le communisme, parce qu'il y a plusieurs communistes, anciens communistes parmi eux, dirigé par Stéphane Courtois et Nicolas Werth, le livre noir du communisme, publié chez Pocket. Alors, d'Hélène Carrère d'Ancos, La gloire des nations ou la fin de l'Empire soviétique. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer 3 ouvrages tout à l'heure dans les ouvrages généraux. Russie, peuple et civilisation sous la direction de Marc Ferraud à la découverte. La Russie de Denis Eckert et Vladimir Kolossov chez Flammarion. Alors, un dossier d'archéologie, le numéro 270 février 2002, consacré à la préhistoire en Russie. Alors, un numéro spécial de la revue L'Histoire, numéro 344, La Russie, il donne même de cette année-ci, je crois. Oui, ben voilà, juillet-août 2009. La Russie, l'Ivan terrible à Poutine. Ça, vous pouvez encore le trouver en librairie, vous savez. Alors, l'avènement de la Russie sous la direction, par Robert Wallace, ça concerne là aussi ce que nous appelons le Moyen-Âge, et ça s'arrête à la fin du XVIIe siècle, donc à l'époque de Pierre le Grand. Alors, un ouvrage d'un des fondateurs de l'anarchisme russe, c'est le fondateur avec Bakounine de l'anarchisme russe au XIXe siècle, Pierre Kropotkin, qui a écrit son autobiographie et qui relate l'ambiance dans laquelle on se trouvait en Russie à l'époque d'Alexandre II et d'Alexandre III.
et il parle entre autres des fameux nihilistes dont je vous ai parlé tout à l'heure, de cette jeunesse qui ne croyait plus qu'à la violence, parce qu'ils se sont dit on a tout essayé, c'est un régime autoritariste, il n'y a plus rien à faire, hein, sinon mener des attentats. Il en parle dans ce livre-là. Alors, un recueil de sources concernant les grandes purges de Moscou de 1935-1936, dans la petite collection Archives chez Julliard. Le rapport Khrouchtchev et son histoire a été publié au Seuil dans la collection Poil par Branko-Lazic. Donc il faut lire dans le texte le rapport pour se rendre compte de la virulence et l'argumentation très détaillée de Khrouchtchev face au crime de Staline. Alors bien entendu, alors là ça a été publié chez Flammarion, l'ouvrage que Mikhail Gorbatchev a écrit sur la perestroïka. Un ouvrage d'une grande philosophe américaine, enfin d'origine allemande, Hannah Arendt, Le système totalitaire. On voit ici Staline d'une part et d'autre part Ribbentrop se serrant la main au moment des accords du mois d'août, du 24 août 1939. C'est le traité de non-agression entre l'URSS et d'autre part l'Allemagne. Alors quelques grandes œuvres littéraires maintenant, pour vous faire mieux apprécier l'histoire de la Russie. La Dame de pique de Pouchkine. Alors Pouchkine, c'est le grand romantique de la première moitié du XIXe siècle. De Gogol, alors j'ai choisi parmi de nombreux romans les nouvelles pétersbourgeoises qui décrivent cet univers bourgeois justement dans la ville où résidait l'empereur. Alors, quelques romans de Dostoïevski, L'idiot. Ici, alors, on voit en photo, comment dirais-je, Gérard Philippe, ce grand acteur français décédé au début des années 50. Les frères Karamazov, toujours du même Dostoïevski. Je ne vous ai pas apporté Crime et Châtiment, mais ça vaut évidemment la peine d'être lu. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont écouté, j'ai fait une émission consacrée à Crime et Châtiment de Dostoïevski à la radio. Non? Alors, Les Possédés de Dostoïevski. Tolstoï, ça doit vous dire quelque chose. Le comte Tolstoï, Léon Tolstoï, qui en fait était une sorte de communiste, mais pas de communiste bolchevique, pas du tout, c'est une sorte de communiste chrétien. Il voulait retourner au christianisme primitif, si vous voulez. Il était lui-même un grand propriétaire terrien, mais il a décidé d'émanciper, comment dirais-je, ses paysans, et il avait des objectifs sociaux. Alors, il a écrit Anna Karénine, on l'a passé à la télévision la semaine dernière. Ça vous dit quelque chose? Avec Sophie Marceau. Non? Alors, Tolstoï, La guerre et la paix. En fait, c'est la vaste épopée des guerres napoléoniennes en Russie. De Tchekhov, le dramaturge, alors là, il y a plusieurs volumes pour son théâtre. Il faut, me semble-t-il, avoir lu La Cerisée, Onglevania. Ce sont des grandes pièces de théâtre. Alors là, maintenant, on arrive dans le XXe siècle avec Mikhail Sholokhov. Le don paisible, en livre de poche, à 4 volumes. C'est l'épopée des Cosaques du Don au moment de la Révolution. Donc, entre, je dirais, je crois que ça part de 1911-12 et ça va jusqu'en 1921. Le Don, c'est le fleuve russe, hein, bien entendu. Le Don paisible. De Maxime Gorky, hein, qui était un des chantres du régime avant de se suicider. Ah non, c'était suicide, non, c'est Mayakovsky qui s'est suicidé. Alors Gorky, alors là j'ai pris un des volumes de son théâtre, hein, entre autres Les Bas-fonds. Alors un livre de Boris Pasternak, qui était un Russe qui a reçu le prix Nobel, mais qui a été complètement mis sur le côté par le régime, le fameux docteur Zhivago. Vous avez peut-être vu le film avec Omar Sharif? Docteur Zhivago, c'est toute l'épopée de la révolution russe, de ce médecin qui est amoureux en fait de 2 femmes. C'est pas évidemment simple à gérer, vous imaginez. Hein? Et alors enfin, 2 romans, témoignages du grand écrivain qui a reçu aussi le prix Nobel il y a maintenant plus de 30 ans, oui c'est ça, 35 ans au moins, Alexandre Solzhenitsyn, une journée d'Ivan Denisovitch. C'est l'histoire d'un
d'un condamné qui travaille dans un camp de concentration en URSS. Et enfin, le premier cercle qui renvoie également à cet univers concentrationnaire en URSS. J'ai dit